Bienvenue dans Le Monde invisible, une série de balados qui fait partie d'une trousse d'outils de sensibilisation et de lutte contre le racisme et les discriminations faite par le Centre d'éducation populaire de l'Estrie. Le CEP de l'Estrie, c'est quoi? C'est un organisme en alphabétisation qui œuvre dans la région depuis maintenant 45 ans. Dans chaque épisode, nous allons aborder différentes thématiques relatant les expériences de personnes peu scolarisées issues de l'immigration, d'intervenants du milieu et autres. La création de cette série a été rendue possible grâce au programme Sherbrooke Collectivité accueillante de la ville de Sherbrooke. Aujourd'hui, pour ce 6e et dernier épisode, je me suis entretenue avec 4 intervenantes des milieux communautaires et publics. Je les ai d'abord questionnées sur leur organisation respective et sur leur travail. Par la suite, sur leur implication dans la lutte contre le racisme et les discriminations. Bonne écoute! Bonjour, mon nom c'est Alexandre Saint-Amaringuette. Je suis médiatrice interculturelle de formation et je porte le mandat de coordination de l'ICI Sherbrooke, et l'instance de concertation en immigration de Sherbrooke. C'est donc un regroupement là, de près d'une quarantaine de partenaires, des organismes et institutions de Sherbrooke qui sont concernés par les questions d'immigration à partir de différentes thématiques, là, que ce soit des organismes qui travaillent au niveau de l'accueil, de la francisation, de l'employabilité et aussi le sujet d'aujourd'hui, donc la lutte contre le racisme et les discriminations. Donc la mission de l'ICI Sherbrooke, c'est vraiment de mobiliser ces partenaires-là, de favoriser la collaboration, tout ça en but de faire que Sherbrooke soit une ville toujours plus accueillante et inclusive. Je m'appelle Valérie Toupin de la Fontaine. Je suis conseillère en éducation et en coopération à la Commission des droits. Donc, Commission des droits, maintenant on dit Commission des droits, c'est un petit peu plus court, là, ça permet d'abréger, mais c'est la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Dans le fond, nous, on s'assure de veiller à la promotion et au respect de 4 lois. Donc, il y a la Charte des droits et libertés, on a aussi la Loi sur la protection de la jeunesse, la LSJPA aussi, sur le système de justice pénale pour adolescents, et aussi, on s'assure de veiller à l'application des programmes d'accès à l'égalité en emploi. Donc, on s'occupe de toutes ces lois-là. Moi, je travaille un petit peu plus sur le volet charte. Donc, toutes les questions là, de racisme en font partie. Je travaille aussi sur l'accommodement raisonnable. Donc, on s'assure de ça, puis on le fait en plein de volets, là, en fait, à la commission, là, pas juste en éducation, là, on a d'autres services. Alors, je m'appelle Nicole Lévesque. Je suis policière communautaire au service de police de Sherbrooke. Je fais partie de la division sécurité des milieux, qui est la section qui est la prévention, relations communautaires, résolution de problèmes et rapprochement du service de police de Sherbrooke. Ça fait maintenant 38 ans que je suis au service et c'est vraiment un emploi formidable. Bien, concrètement, notre action la plus visible, c'est notre présence en milieu scolaire. Alors, chaque agent parraine une école publique secondaire pour régler les différentes problématiques qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une école et aussi pour faire beaucoup de prévention et de sensibilisation sous différents thèmes. Intimidation, échange de photos intimes, menaces, intimidation, toutes les préoccupations que peuvent vivre nos jeunes. Directement sur place, une demi-journée par semaine. Bien, moi, je m'appelle Mylène Rioux, je suis la directrice de la Corporation de développement communautaire de Sherbrooke, donc la CDC. Les CDC, c'est un réseau national, il y en a 70 au Québec maintenant. Notre rôle sur le territoire, c'est vraiment de rassembler les organismes communautaires, de leur offrir des services, du soutien et aussi de leur créer des espaces où ils peuvent collaborer, travailler ensemble, notamment autour des questions de développement social ou de lutte à la pauvreté. Donc, nous, comme CDC à Sherbrooke, on offre plusieurs
service de soutien à nos membres, mais on est aussi actif au sein d'une concertation qui est la concertation Sherbrookeoise de lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale. Et nos employés siègent aussi sur différents comités de travail pour être bien au fait de tout ce qui se passe dans le réseau parce qu'on a quand même 106 organismes membres à la CDC de Sherbrooke. Donc, on essaie d'être partout, mais on est une équipe de 4, donc c'est pas toujours évident. Mais on se tient au courant, on est en relation aussi au niveau des communications avec nos groupes pour bien saisir le pouls du territoire à Sherbrooke. Merci à vous 4. Ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Donc, j'ai commencé par la question qui brûle les lèvres. Donc, pour vous ou bien pour votre organisation, qu'est-ce que c'est? Comment vous définissez le racisme? À la commission, ce qu'on va dire, c'est que c'est une idéologie, une attitude qui a décidé de hiérarchiser les individus, finalement, là, en fonction de leur origine ou de leur couleur de peau, de leur appartenance ethnique ou nationale. Puis là, après ça, bien, cette idéologie-là, cette attitude-là, bien, elle va se transposer de différentes façons, par des préjugés, par de la discrimination, même de la violence ou des actes haineux ou des propos haineux. Mais à la base, c'est ça, c'est une idéologie. Et une idéologie, bien évidemment, là, qui ne tient pas la route, là. C'est une espèce de fausse croyance selon lequel, c'est ça, on aurait hiérarchisé des humains par rapport à des races biologiques, alors qu'on sait que ce n'est pas le cas et que ça se peut pas. Mais tristement, il y a encore des gens qui croient à cette idéologie-là. Bien, j'ai pas lu le petit Robert ce matin, là, fait que je vais peut-être pas donner la définition claire. Mais pour moi, le racisme, je dirais que c'est un ensemble, en fait, c'est un ensemble de préjugés qui vont venir limiter les relations humaines, en fait. C'est plein de background qu'on a, d'idées préconçues qu'on a, de limites qu'on a qui sont tout à fait normales. Je pense que les humains, à la base, c'est un peu normal d'avoir peur de ce qu'on connaît pas. Je pense que c'est un système de protection, mais c'est quelque chose qui nous empêche des fois d'aller à la rencontre de l'autre puis qui nous donne des biais aussi. Donc, ça serait ma définition. Je ne sais pas si c'est la définition de la CDC. J'ose pas parler au nom de la CDC par rapport à ça. Mes employés sont pas là, mais c'est comme ça un peu que je perçois le racisme. Bien, dans mon livre à moi, le racisme, c'est de traiter différemment quelqu'un sous prétexte d'une couleur de peau, d'une croyance religieuse ou de tout aspect d'une personne qui sort de la, entre parenthèses, normalité. Je vais vous répondre en faisant référence à un outil qu'on avait développé dans le cadre d'une activité l'année dernière. Et donc, on définissait la discrimination raciale comme un traitement différent qui va prendre la forme d'une distinction, d'une restriction ou d'une préférence exercée par un individu ou une organisation sur la base de la couleur de la peau, l'origine nationale ou ethnique. C'est-à-dire qu'on ne va pas traiter la personne de la même façon. On va lui empêcher l'accès à quelque chose ou on va exercer une préférence vers une autre personne qui sur la base, c'est ça, donc de l'origine ethnique nationale ou la couleur de la peau. Bon, ben c'est super. Je pense que déjà, on peut dire qu'on s'entend toutes sur la terminologie. Donc, dites-moi, selon vous, pourquoi c'est important que les milieux communautaires s'impliquent dans la lutte contre le racisme et les discriminations? Puis aussi, qu'est-ce que votre milieu, à vous, fait pour justement s'impliquer dans cette lutte-là? Bien, parce que c'est une réalité très présente sur notre territoire. Puis, dans le fond, c'est un peu l'obstacle de base qui va nous freiner d'entrer en relation. Donc, nous, on est d'un milieu communautaire, on est un milieu d'intervention, on est un milieu où on souhaite créer des liens, où on veut aider aussi les populations, quel que soit leur historique, leur background. Donc, c'est super important, je pense, de développer des aptitudes interculturelles, de développer aussi des façons de travailler entre les populations aussi, selon le service qu'on offre, parce que c'est très présent sur notre territoire à Sherbrooke. Ça ne cessera pas de l'être, puis c'est bien correct comme ça. On est une terre d'accueil vraiment importante. Donc, je pense que cette adaptation-là, elle est nécessaire, en fait. Dans le concret, c'est sûr que nous, on n'est pas en contact direct jamais avec les populations. C'est pas notre mandat. Nous, on travaille avec les organismes. Par contre, moi, je suis arrivée à la CDC il y a environ 1 an et demi. Puis, dans les thématiques qu'on a identifiées comme étant prioritaires pour notre niveau d'implication, bien, la thématique de l'immigration est ressortie. Donc, on a une employée maintenant qui travaille avec ici Sherbrooke. Elle siège, je crois que le comité sur lequel elle siège, c'est celui sur le racisme et les discriminations, justement, parce qu'on trouvait ça important comme CDC de se positionner. Puis, je vous dirais qu'au niveau national, c'est un enjeu aussi qui revient.
citoyen. Nous, à Sherbrooke, c'est plus facile. On a beaucoup d'acteurs, on a beaucoup d'intervenants. Il y a des organismes qui sont là depuis longtemps, qui travaillent sur cette question-là, mais on a beaucoup de CDC en milieu plus rural où il commence à avoir de l'immigration. Il n'y a pas toujours les organismes d'aide sur le territoire. Fait que ça revient un peu sur les CDC, cette question-là du racisme. Donc, d'un point de vue beaucoup plus large, le réseau des CDC s'intéresse énormément à cette question-là aussi pour pouvoir se positionner, pour aider les organismes qui, eux, vont aller aider les populations. Bien, en fait, actuellement, on entend beaucoup parler de fatigue de la diversité, justement, des intervenants du milieu qui agissent là, pour favoriser l'inclusion, la diversité, tout ça, puis qui se sentent un peu dépourvus face à qu'est-ce qui arrive plus d'en haut, là, les instances décisionnelles, les plus grandes institutions. Donc, on peut vite sentir qu'on n'a pas de pouvoir d'action pour lutter contre le racisme et les discriminations, mais c'est quand même, si le milieu communautaire met l'épaule à la roue puis s'implique, mais à un moment donné, c'est le nombre d'organisations et d'initiatives qui va se mettre en place qui va peut-être venir faire basculer qu'est-ce qui arrive plus d'en haut. Puis oui, bon, le pouvoir d'action, on peut sentir qu'on l'a pas, mais on a tous et toutes un pouvoir d'influence. Fait que je pense que c'est là où c'est important que les acteurs du milieu, le milieu communautaire continuent de se mobiliser parce qu'ils le font déjà, puis je dirais plutôt ne se découragent pas dans ces actions-là, même si souvent on a l'impression peut-être qu'on ne fera pas changer les choses, mais on peut quand même influencer, puis ça se fait par petite initiative à la fois, un petit pas à la fois, et se rendre compte que juste le fait de nommer à quelqu'un que ce qu'il a dit ou ce qu'il a fait est inacceptable, plutôt que d'en être choqué, mais de ne pas trop oser prendre la parole. Mais donc, je dirais même au-delà de le milieu communautaire, oui, mais chaque personne, finalement, peut avoir ce pouvoir d'influence-là. Puis c'est un peu ça qu'on essaie de travailler avec le Comité d'action contre le racisme et la discrimination, c'est on voudrait faire des événements où viennent des personnes qu'on veut sensibiliser, mais on le sait, quand on fait des initiatives comme ça, c'est pas les personnes qui ont le plus besoin d'être sensibilisées qui vont venir participer à ces rassemblements-là. Donc, on s'est dit, à la place, travaillons à outiller les personnes qui sont choquées de voir que ces situations-là sont encore présentes, mais qui savent pas trop comment agir. Puis travaillons à les outiller, travaillons à leur donner les bons mots, les bonnes façons d'agir pour qu'on soit des multiplicateurs, puis qu'il y en a de plus en plus de personnes qui cherchent à devenir des personnes alliées dans la lutte contre le racisme et la discrimination. Mais c'est sur chacune de nos voitures, c'est marqué « servir, prévenir et protéger ». Donc, ce n'est pas marqué pour telle catégorie d'individus ou telle catégorie de personnes, pas du tout. Nos citoyens sherbrookois sont citoyens sherbrookois. Et oui, c'est important de maintenir la cohésion sociale. Et je pense sincèrement que c'est quand on comprend les autres qu'on peut mieux comprendre une certaine réaction. Entre autres, si je fais référence au programme Immersion, l'année passée, il y a eu 2 cohortes de 22 policiers qui se sont inscrits à ce projet-là, où ils ont eu la chance de côtoyer différents milieux. On parle autant de la popote roulante que rencontrer les itinérants chaudronnés, que même des soupers à l'intérieur même. Ils ont été accueillis par des familles immigrantes aussi. Ils ont fortement apprécié ce contact-là avec notre communauté sherbrookoise. Au niveau communautaire, nous, c'est ça, on n'est pas un organisme communautaire, mais je pense que c'est très important au niveau communautaire parce qu'ils sont aux premières loges, là. C'est eux qui voient les gens, qui sont à même de constater, d'accueillir aussi les personnes qui vivent du racisme. Dans le fond, nous, on reçoit les plaintes en discrimination. On va, pas juste en discrimination, on a aussi tout ce qui est exploitation, mais là, on peut se concentrer sur discrimination. Donc, on reçoit des plaintes. Parfois, ça peut se régler là, comme juste de notre côté, là, avec, on va faire enquête, on peut offrir un service de médiation. Fait que c'est vraiment pas toutes les plaintes. T'sais, tantôt, j'ai parlé de 211 dossiers d'enquête ouverts. Là. C'est pas ces 211 dossiers d'enquête là, qui vont se rendre jusqu'au tribunal des droits de la personne, pas du tout, parce que l'idée, c'est de réparer la situation, puis ça peut se faire là, sans aller dans le processus judiciaire complet. Mais il y a aussi des situations qui vont se rendre jusqu'au tribunal des droits de la personne,
où là, on va avoir des avocats, avocates là, qui vont aller défendre les droits des personnes qui ont été discriminées. Si ça se rend jusqu'au tribunal des droits de la personne, c'est vraiment le tribunal des droits de la personne qui n'est pas nous, là. Après, quand il y a des réparations, ça peut arriver que ce qui soit demandé, bien, en fait, des fois, il peut y avoir des dommages moraux et punitifs, là, puis ça peut être des sous, et puis tout ça, mais il y a aussi des fois des clauses sur mettre en place la formation, suivre de nos formations. Fait que dans une des victoires là, qu'on a eues récemment, c'est avec les policiers, puis ça a été demandé, en fait, qu'il y ait une formation sur le profilage racial, qui mettent en place une formation autour de ça. Donc, la commission a travaillé là, avec les policiers, pas ici, pas à Sherbrooke, là. Je parle de d'autres corps de policiers, mais donc, il y a eu ce genre de collaboration-là. Ce qui ne veut pas dire là, qu'il ne pourrait pas en avoir ici aussi à Sherbrooke. Là. Ici, ça va être plus à travers des comités qu'on peut côtoyer là, le corps policier. Il y a des formations actuelles même qui reviennent là, sur justement d'éviter de faire du profilage racial. Il y a quelques années, j'avais un collègue, M. Dubois, qui avait été détaché justement pour créer des liens et mieux comprendre la réalité des personnes immigrantes, de prendre le temps de connaître leur parcours migratoire. Ça peut expliquer beaucoup de choses. Ça peut expliquer aussi la peur bleue de la police, parce qu'il y en a beaucoup. Je maintiens encore que c'est en se parlant qu'on se comprend. Ça, c'est primordial. Bien, justement, si c'est en se parlant qu'on se comprend, j'aimerais vous demander quel genre d'infrastructure, de projet ou d'initiative est-ce qui manque à Sherbrooke pour arriver à mieux lutter contre le racisme et les discriminations? Bien là, c'est assez récent que je travaille sur ce sujet-là. C'est assez nouveau, mais ce que je vois dans la dernière année, depuis que je m'implique sur des comités là, contre le racisme et les discriminations, et ce que j'entends des partenaires, c'est qu'il semble manquer un endroit ou en tout cas un service qui pourrait informer les gens de leurs recours, de leurs moyens, de ce qu'ils peuvent faire au niveau, tu sais, s'ils sont victimes de racisme. Et moi, ça m'avait vraiment frappée, en fait, que l'année passée, quand j'ai été invitée à la journée contre le racisme et les discriminations en mars, et il y avait à la fin là, des mises en situation qui étaient présentées de gens qui avaient vécu des situations de racisme, et la majorité des situations, c'était aussi de la discrimination au sens de la charte. Donc, mais personne avait le réflexe de dire que c'était de la discrimination au sens de la charte, donc que c'est illégal au Québec. Et dans les situations, les solutions possibles, j'entendais pas non plus quelqu'un qui dire « Ah, bien, on pourrait porter plainte à la commission ». Donc, ça m'avait frappée de me dire « Bon, clairement, ce bout-là, il est méconnu à Sherbrooke ». Et ce que j'entends dans la dernière année, c'est qu'au-delà de ce service-là, l'idée de porter plainte, les gens ne savent pas non plus quoi faire. C'est pas toujours de la discrimination, mais on peut être victime de racisme et avoir besoin d'un soutien psychosocial, par exemple. Puis cette porte d'entrée-là, pour se tourner vers les bonnes ressources, avoir les bons services, elle semble pas complète, mettons. Il y a des organismes qui y travaillent, là, bien évidemment, puis je pense qu'ils travaillent aussi à régler ça. Mais je pense que c'est ce qui manque peut-être là, à Sherbrooke. Là. Bien, je trouve que Sherbrooke, on est quand même bon. Honnêtement, on a plusieurs initiatives. On a une ville qui est quand même proactive aussi sur cette question-là. Ça fait quand même une bonne différence de dire que dans une ville de la taille de la nôtre, on a des agents qui sont dévoués à cette question-là. Il y a des belles campagnes qui se font aussi, mais au-delà des campagnes, je pense que ça va passer par le milieu communautaire. Ces liens-là, c'est toujours, on est la première porte, on est la première ligne. Donc, d'offrir des occasions de mariage, je pense que la semaine des rencontres interculturelles, entre autres, c'est des beaux espaces pour se rencontrer. Je pense que c'est important. Puis c'est important aussi de favoriser la rencontre sur une base tout à fait quotidienne et régulière. C'est que des fois, on a tendance à vouloir créer des événements, puis là, se dire, OK, venez vous rencontrer. Donc, les gens qui vont venir se rencontrer sont des gens souvent déjà sensibilisés. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire dans les écoles? Qu'est-ce qu'on peut faire dans les milieux de vie, dans les quartiers? Les tables de quartier de Sherbrooke sont très actives aussi. Ils ont des agentes en développement interculturel. Donc, au niveau vraiment du citoyen, qu'est-ce qu'on peut faire pour aller chercher dans son milieu, puis faire en sorte que quand il est en contact avec les populations immigrantes, bien, il est capable de créer un lien, il est capable puis et vice-versa, hein, cela étant
étant dit, là, je veux dire, les préjugés, c'est pas réservé à la population d'accueil, là. Donc, comment on fait pour favoriser le vivre ensemble au niveau citoyen? Je pense qu'à Sherbrooke, on en fait. Il y a probablement lieu d'en faire encore davantage. Je sais que l'initiative Sherbrookoise en développement des communautés y réfléchit énormément aussi. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre de mieux. Je pense qu'on en fait déjà pas mal, là, mais c'est ça, c'est de sensibiliser nos institutions aussi. Je pense que c'est important, là. Ben oui. Écoutez, c'est encore la capacité d'adaptation qu'il faut maintenir. Puis il faut trouver des façons. Des fois, c'est des occasions. J'ai eu le bonheur, il y a une couple de semaines, de participer à un colloque sur la maltraitance des aînés immigrants. On a pu alors échanger les organismes qui touchent de près ou de loin aux aînés ont été mis en commun avec des immigrants de différents pays. Et on devait remplir des trucs sur la maltraitance, mais on avait tellement soif de se connaître, de connaître les parcours migratoires, ce qu'ils ont vécu. Quand je découvre qu'une femme a passé 12 ans dans un camp de réfugiés, ben je comprends mieux après, quand elle a vu mon uniforme, qu'elle m'a fui et qu'elle avait une peur terrible de moi. Mais ça a été mon dernier atelier, j'étais assise à côté et on a pu en discuter, là. Ça a été très révélateur. Si je voulais m'adresser aux immigrants, je dirais que ne pas se baser sur une seule expérience avec un policier pour penser que tout se passe comme ça. Parce que si je vous rencontre dans un contexte, je vous intercepte parce que vous avez fait de la vitesse. Là, vous ne m'aimerez pas. Puis je vais soutirer des sous de votre portefeuille. Ils sont durs à mettre, mais faciles à sortir. Donc, vous ne m'aimerez pas. Mais par contre, vous êtes impliqué dans un accident, quelqu'un vous a rentré dedans, puis je prends soin de vous, puis que je vous transporte à l'hôpital, puis que je fais le suivi avec votre famille, bien là, vous avez dit « Ah, mon Dieu! » Et donc, fine, cette police-là. Et non, c'est la police, c'est notre mandat. Servir, prévenir et protéger. Mais sinon, je pense que c'est ça, les organisations veulent prévenir le racisme. Ils ont cette volonté-là, mais se sentent beaucoup dépourvus. Je pense que c'est toutes les initiatives qui vont permettre d'outiller les milieux, de leur donner accès à des ressources, accès à de la formation, parce qu'ils sont sollicités de tous bords, tous côtés. C'est de pouvoir les soutenir au maximum, là, les milieux qui veulent emboîter le pas puis mettre en place que ce soit des politiques, des espaces d'écoute au sein de leur organisation, ou vraiment des groupes de travail qui se penchent sur ces questions-là. Donc, je pense que c'est ce que je vois. Les gens à Sherbrooke sont tellement mobilisés, là, c'est vraiment... Pas juste au niveau de la question du racisme, là, je le vois pour travailler avec d'autres organisations, mais vraiment, à Sherbrooke, on a quelque chose de particulier, puis on peut en être assez fiers. Là. Il y a vraiment une très bonne mobilisation, fait que je suis pas inquiète que ça qui manque peut-être à Sherbrooke va se régler, là. Ah, ça, j'aime ça. Puis, je pense qu'on va terminer l'épisode comme ça, parce que vraiment, les milieux communautaires, on travaille fort, puis ça fait toujours plaisir d'entendre que notre travail est apprécié et reconnu. Je remercie chacune d'entre vous d'être venue nous parler au nom de votre organisation, soit au nom de la Corporation de développement communautaire de Sherbrooke, du service de police de Sherbrooke, de la Commission des droits et de l'instance de concertation en immigration de la ville de Sherbrooke. Je vais terminer cet épisode et donc cette série en m'adressant directement aux auditeurs. Je vous remercie d'avoir écouté avec ouverture les personnes qui sont directement concernées par la question du racisme et des discriminations. Je vous remercie aussi parce que votre intérêt et vos questionnements prouvent que finalement, c'est une question qui nous concerne toutes et tous. Si vous avez des questions ou des commentaires concernant ce qui a été dit dans un des balados, sentez-vous à l'aise de communiquer avec nous au info@cepestri.qc.ca. À bientôt!